Monsieur le maire, chers collègues, nous ne sommes pas très nombreux, c'est dommage parce que ce rapport est très intéressant et même très important. Je pense même que ce rapport est même précurseur à ce qui a été fait dans le temps passé, c'est quand nous avons décidé de reprendre l'eau en régie. En fait, dans ce rapport, il y a tous les éléments qui nous montrent qu'une gestion privée par Engie est contre-productive par rapport à la défense du bien commun. Donc c'est dommage, les gens liront les textes puisqu'ils n'écouteront pas les interventions. La lecture de ce rapport doit au minimum nous interroger sur les relations qu'entretient la ville avec son délégataire, Engie. Nous sommes également en droit de nous demander si les intérêts des utilisateurs du réseau et de la ville sont réellement bien défendus. En effet, page 23, nous apprenons que selon une étude réalisée par la CPCU, à la demande de la Chambre régionale, 21% des clients payent une facture annuelle supérieure au prix maximum autorisé en raison de leur faible consommation. Donc c'est au-dessus du maximum, mais ils le payent. Bizarre. Où en est la réintégration dans le texte de la convention de la grille des tarifs applicables aux usagers, ainsi que le mécanisme d'évolution de cette grille tarifaire que nous avons reporté? Sera-t-elle bientôt effective, comme le demande la Chambre régionale des comptes, et nous aussi d'ailleurs? Autre interrogation, pour le moment sans réponse. La suppression du tarif grand compte pour les syndics administrant des copropriétés, où en est l'examen des conditions et le calendrier de sa suppression pour faire respecter la loi? Comme la Chambre régionale, nous aimerons savoir, car tout cela aura des conséquences pour certains utilisateurs et non des moindres. Les copropriétés, c'est beaucoup d'individus. Et les finances de la ville? Eh bien, si au 31 décembre 2016, le montant de l'indemnité susceptible d'être versé par la Ville de Paris au titre de la reprise des moyens de production était connu et s'établissait à 320 millions d'euros, la valorisation financière des terrains sur lesquels sont érigés ces moyens de production, elle n'est toujours pas connue. Car cette valeur n'a pas été transmise à la CPU. C'est bizarre, on est propriétaire, mais on n'a pas la valeur. Comme le note la Chambre, cette disposition introduit une incertitude significative pour l'évaluation de l'indemnité de restitution. Et c'est très important, parce que si nous voulons un retour en régie, il faut qu'on connaisse la valeur de l'actif qu'on va récupérer. Et surtout faire la différence, qui est toujours un débat entre les biens en retour, les biens en reprise, les biens propres. Et notamment, il serait important que des biens de reprise soient des biens en retour. C'est peut-être technique, mais c'est très important si nous voulons par la suite reprendre en régie, comme ça a été fait pour l'eau. Et on sait que ça a été une bataille très importante quand l'eau est revenue en régie pour la ville. Donc, cette question des terrains. Si la valeur des terrains pose question, il en va de même pour des moyens de production. Alors là, c'est beaucoup plus inquiétant parce que c'est totalement en contradiction avec notre trajectoire zéro carbone. Nous apprenons ainsi que les 8 unités de production propriété de la CPCU représentent 80% de la puissance mobilisable, mais seulement 44% d'énergie livrée. C'est bizarre. On a une capacité de 80% et on n'en reprend que 44%. Les unités de gaz de Saint-Ouen 1 et 3 et au charbon, on utilise du charbon encore à Paris, et en biocombustible. En effet, les 3 usines d'incinération d'ordures ménagères du SICTOM sont un élément déterminant du dispositif d'approvisionnement de la chaleur. Donc, au lieu d'utiliser les moyens propres de production, on rachète de la chaleur au SICTOM. C'est bizarre comme système, c'est pas très écologiste. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, doit-on en conclure qu'une politique volontariste de réduction des déchets aurait un impact indirect sur les communes de la CPCU, puisque de façon, on est obligé d'acheter la chaleur au SICTOM, alors qu'on peut s'en passer. Donc, pourquoi on achète au SICTOM? Enfin, où en est la sortie du charbon? Oui, ça, c'est beaucoup plus important. J'ai déjà remarqué ça en 2014, c'est le fait qu'on s'était rendu compte qu'en 2014, on achetait du charbon en Afrique du Sud. Donc, c'était du charbon, en plus, il fallait qu'il vienne d'Afrique du Sud. Totalement anti-écologique. Le 100% biomasse est-il atteignable à court terme? Je me permets de rappeler ces éléments car en 2018, le charbon a représenté 14% du mix énergétique de la CPCU. Et après, on fait des leçons aux Allemands. Et la combustion des déchets, 44,5%. Donc ça veut dire que si on exclut ces deux éléments, la combustion des déchets en ENR ne représentait que 6,5% de la production totale. Tout ceci est scandaleux. Ne serait-il pas temps que la ville commence à développer massivement des moyens de production d'énergie renouvelable, chaleur, pour injecter sur le réseau, puisque le contrat de concession ne porte que sur la distribution? C'est un enjeu essentiel à court et moyen terme. Tout cela pose un problème d'un choix qui a été fait en 1927, de privilégier la distribution sur la production. Ça faisait partie des possibilités de la ville, mais la ville n'a jamais mis en avant cette capacité de production. En fait, plutôt le délégataire, qui est à dire Engie. Parce que Engie joue sur les prix de cession interne, donc ses filiales, donc il achète des productions à ses filiales à des prix qu'on ne connaît pas. C'est la grande critique du Conseil de la Cour régionale des comptes.
Donc voilà, il est important qu'à un moment ou à un autre, on revient à une situation où la ville gère en régie ou en EPCI dans le cas de Paris, de façon à pouvoir maîtriser donc l'ensemble du schéma technique et du schéma financier, pour éviter donc de perdre beaucoup d'argent. Et je terminerai sur une dernière chose qui est assez importante, qui a été mise en avant là-dessus, c'est le fait qu'il faut arriver donc à une compatibilité entre le schéma du plan climat métropolitain et régional, puisque les deux trajectoires sont totalement contradictoires, et c'est pour ça que c'est important que ça revienne en régie directe de la ville. Merci de votre écoute. Merci Jérôme Glaise. Je donne la parole à Aurélie Solence pour répondre.